Bonjour et bienvenue sur la chaîne de podcast Métamorphose professionnelle, le podcast qui s'intéresse aux transitions professionnelles. Vous y découvrirez des témoignages de personnes venues de tout horizon qui partagent avec vous leur parcours, leurs hauts et leurs bas, la réalité de leur métier et du monde du travail. Nous parlerons également de multipotentialité, de slashing, de rupture de contrat, de formation, d'argent, d'épuisement professionnel, de conciliation vie pro-vie perso et surtout de sens au travail et bien d'autres sujets encore. Je vous invite également à mettre 5 étoiles si vous avez aimé l'épisode et à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper des prochains épisodes. Je m'appelle Tiffaine Choblet, je suis psychologue du travail et ma mission est d'accompagner les personnes en quête de sens qui souhaitent un changement dans leur vie professionnelle et valoriser leur image en les aidant à déployer leurs ailes et à prendre leur envol. Il y a quelque temps maintenant, j'ai accompagné Sébastien qui a souhaité témoigner de son parcours. Il a appris à poser ses limites et à refaire le plein d'énergie après des épisodes professionnels éprouvantes. C'est pour rester fidèle à lui-même et défendre ses valeurs qu'il a réalisé plusieurs reconversions dont il nous raconte aujourd'hui son histoire. Bonjour Sébastien. Bonjour Tiffen. Écoute, je suis ravie de t'avoir à mon micro dans le cadre de ce podcast Métamorphose professionnelle pour que tu nous racontes un peu plus ton parcours. Eh bien, écoute, c'est avec plaisir que je vais partager mon expérience. C'est vrai que c'est toujours intéressant de pouvoir faire bénéficier à d'autres personnes ce type d'expérience. Voilà, mais je pense que tu pourras beaucoup apporter, effectivement. Alors déjà, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? Dis-nous qui tu es. Alors, bah oui, avec plaisir. Donc, je suis Sébastien Voile, j'ai 48 ans bientôt, le 12 mai. Je suis papa de trois enfants, je suis marié et actuellement, j'exerce deux activités. Donc, une première en intérim en tant que manutentionnaire d'entrepôt et une seconde dans la gestion de patrimoine en tant que consultant indépendant. Donc voilà, suite justement à différentes reconversions. D'accord. Alors, est-ce que tu peux faire maintenant un retour en arrière sur, déjà, nous dire peut-être quelles études tu as faites, enfin, par où tu es Mhm. passé finalement, quelles ont été tes transitions? Alors au niveau du parcours professionnel, bon, on va commencer par le parcours scolaire, comme ça on va on va le faire dans l'ordre. J'ai commencé par un bac STT, donc avec la spécialité action et communication commerciale, ce qui m'a amené après à m'orienter vers un BTS force de vente en alternance, qui a duré un an, qui était fait en doublon, donc avec un centre de formation sur la région nantaise, et puis une entreprise qui s'appelait Vian Badois. Et en termes de formation, j'ai aussi eu l'occasion justement, suite à une autre reconversion, de m'orienter vers plus une formation supérieure. À un moment, j'ai voulu m'écarter du commerce, on le détaillera tout à l'heure, et je voulais aussi monter en compétences et atteindre un niveau de formation qui était l'équivalent à un bac plus 4 en m'appuyant aussi sur l'expérience professionnelle que j'avais eue, puisque avant d'aller sur cette formation-là, j'avais eu l'occasion de travailler 4 ans dans le commerce. Et je me suis donc orienté vers l'Université des sciences humaines de Nantes pour faire une formation en alternance, donc un bac plus 4, en méthodologie de projet et en développement rural. L'objectif à l'époque étant de travailler sur tout ce qui était projet lié aux intercommunalités. Donc c'était dans les années 2000, 2002, donc c'était encore assez récent. Et il y avait beaucoup de choses à mettre en place. Donc, j'ai voulu m'orienter vers ce type de formation. Et en plus, je trouvais que c'était assez intéressant, puisque ça pouvait m'ouvrir aussi d'autres opportunités en termes d'opportunités professionnelles après, voire même peut-être d'autres formations. C'était vraiment. Là, je me suis dit, allez, on y va. C'était là, donc le moment. Et je suis allé vers ce bac plus 4. D'accord, ok. Ça a été facile pour toi là de reprendre ces études-là? Alors, le principe, c'était que je puisse valoriser déjà mon expérience professionnelle. Donc à l'époque, la VE, comme on la connaît, n'existait pas. Donc le premier parcours, c'était de pouvoir faire valider les 3 années d'expérience que j'avais eues pour pouvoir intégrer la formation. Ils exigeaient d'avoir un bac plus 3, c'était pas mon cas. J'avais un bac plus 1, forcément avec le BTS force de vente que j'avais fait qu'une année. Donc j'ai dû passer par une étape de validation des acquis qui se déroulait à l'époque via une commission pluridisciplinaire avec donc le centre de formation qui gérait plutôt l'aspect professionnel, donc c'était le CFP de la Charbellière, donc qui lui allait plus gérer tout ce qui était méthodologie de projet.
et une autre partie aussi avec l'Université de Nantes pour pouvoir justement avoir accès à tout ce qui était lié à l'urbanisme à l'époque, tout ce qui était aménagement du territoire, foncier bâti et autres. Euh, C'était un dossier écrit à réaliser, donc ça m'a demandé pas mal de temps de rédaction pour pouvoir après présenter le dossier. Le point un peu, on va dire, qui était un petit peu mitigé, c'est que on pouvait pas défendre le dossier. Donc c'était vraiment, au moment de la commission, il s'appuyait sur les écrits qu'on avait rendus, sur les CV et les différentes pièces qu'il demandait pour pouvoir valider éventuellement l'aspect Bac+3 pour pouvoir intégrer après avec les autres la formation. Je m'attendais en fait à avoir des personnes, on va dire quand même plus jeunes que moi. J'avais ouais, à peu près 25-26 ans quand j'ai fait cette formation. Je me suis dit, bon, bah, je vais peut-être me retrouver avec des personnes qui sortaient des études, puisqu'ils demandaient quand même un niveau Bac+3. Mais j'étais rassuré de voir qu'en fait, il y avait des personnes qui étaient même plus âgées que moi. J'avais des personnes de 40, 50 ans qui avaient fait exactement la même démarche et qui étaient dans la même démarche de reconversion pour nous. Donc c'est vrai que le côté un peu rébarbatif du passage en commission avec le dossier écrit à faire, qui demande quand même de réfléchir pas mal et surtout de mettre beaucoup d'exemples concrets, a été plutôt positif, puisqu'après, ça m'a permis d'intégrer la formation et puis de me rendre compte surtout qu'il y avait des personnes d'âge différents qui étaient passées par la même étape que moi. Hmm. Et à l'issue du coup de cette formation, tu as trouvé facilement du travail. Comment ça s'est passé pour toi? Alors, j'avais eu l'espoir à un moment que, comme c'était de l'alternance, la communauté de communes qui m'avait prise en stage me prenne directement en tant que contractuel. Ça n'a pas été le cas. La difficulté que j'ai rencontrée, c'était qu'on était sur un métier qui était très politisé. Et effectivement, il fallait pouvoir choisir éventuellement les chemins, les orientations qui étaient liées directement à la Comcom. Hmm. Donc, c'était compliqué justement de pouvoir allier cette politique, alors parfois des choses qui me correspondaient pas, ou des choses qui étaient euh, des problématiques qui étaient compliquées à développer et qui étaient très politisées. Donc, avec le conseil communautaire, il y avait beaucoup de pression dans cet ordre-là. Donc, c'était un peu compliqué. Et après, effectivement, pour trouver du travail, comme il y avait toujours cette empreinte un peu politique qui était là, c'était compliqué. J'avais pas assez de réseau pour me permettre de trouver une place tout de suite. Et je m'étais donné quand même le temps. J'avais décidé de prendre à peu près un an pour vraiment pouvoir trouver un poste. Mais j'ai eu l'occasion de faire seulement un remplacement de 3 mois, qui était fort intéressant d'ailleurs, en tant que responsable du pôle insertion et prévention du CCAS d'Orvaux. Donc là où j'ai vraiment pu pratiquer la formation. Mais effectivement, après cette expérience, j'ai été obligé de me reconvertir à nouveau, puisque je ne trouvais pas d'emploi. D'accord. Et alors, du coup, comment tu t'es senti toi à ce moment-là? Enfin, tu t'es dit, hein, j'ai fait une formation avec des difficultés quand même derrière à trouver un emploi. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Du découragement au départ, parce que c'est vrai que j'avais déjà ma première petite fille qui était née. Donc, il y avait quand même cet aspect-là aussi à gérer, la vie de famille, une formation, ça prend du temps. Donc, c'est vrai que ma femme a géré beaucoup de choses toute seule pendant cette période. Et c'était vraiment quelque chose qui tenait à cœur. Donc, c'est Mm. vrai que quand on n'obtient pas le résultat qu'on attend, c'est compliqué à gérer. Le découragement est là, c'est sûr. Et je me souviens toujours de la réaction que j'ai eue quand j'ai essayé de reprendre ma mission intérimaire. Ça a été très fort en émotion, hein. J'ai pleuré parce qu'il fallait effectivement que je reprenne un poste. C'est-à-dire, c'est pas en fait le poste en industrie agroalimentaire qui me posait problème, c'était de repartir de zéro une nouvelle fois, Mm. alors que j'avais déjà eu de l'expérience professionnelle avant et que je m'étais donné les moyens pour obtenir le diplôme que j'avais eu à la force des bras, puisque forcément, ça faisait longtemps que j'avais quitté le milieu scolaire, entre guillemets, et la fac, je connaissais pas du tout. Donc, avec les exigences des recherches universitaires, avec le mémoire, ce genre de choses. Donc, ça a demandé énormément de temps. Et c'est vrai que au départ, j'ai pris dur, je l'avoue franchement, en me rendant compte que concrètement, j'ai pas pu aller plus loin que ce que j'avais envisagé. Mais le destin a été sympathique, puisqu'après, on y reviendra, ça m'a servi dans d'autres expériences. Donc, c'était qu'une question de patience. Mais à l'époque, je l'étais peut-être pas assez, je ne sais pas. D'accord. Donc, tu t'étais donné un an Oui. euh, et finalement, donc à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Alors j'ai repris effectivement des postes dans l'agroalimentaire comme je le disais à l'instant, j'ai obligé de reprendre des métiers alimentaires
Donc, reprendre contact avec une boîte d'intérim pour pouvoir travailler. Et là, ça m'a donné l'occasion de travailler dans l'agroalimentaire pendant 2 ans. Donc, le temps un petit peu de reprendre de l'énergie et de pouvoir surtout reconstituer aussi le capital financier parce qu'une formation, ça coûte cher. C'est vrai qu'en 2002, il n'y avait pas forcément les aides qu'on peut connaître aujourd'hui. Donc, j'ai dû me débrouiller effectivement sans soutien financier pour cette orientation-là. Donc, il fallait quand même que l'aspect financier puisse se remettre en place pour pouvoir continuer ma vie normalement et puis honorer les factures que j'avais tous les mois. Hmm. Et c'est vrai que sur cette mission-là, ça m'a redonné un peu d'énergie. Donc, bon, je me suis dit, allez, on continue un petit peu l'intérim. J'ai refait d'autres missions comme de la manutention, comme du déménagement, tout un tas de choses là où il y avait du travail pour pouvoir justement gagner de l'argent hein, et puis me rétablir financièrement. Et D'accord. finalement, après cette expérience, j'ai j'ai voulu arrêter. Donc, nouvelle reconversion, je me suis dit, bon, j'avais récupéré un peu d'énergie, puis bon, j'ai quand même fait des efforts sur une formation. Euh, je vais essayer de voir comment je peux faire pour me reconvertir, voire même demander si je peux pas avoir de l'aide. C'était en 2005 à l'époque, pour bénéficier d'un accompagnement justement vers la reconversion. Et juste, est-ce que au moment de ces 2 ans-là en intérim, tu as Mhm. toujours gardé cet objectif en tête, euh, ou est-ce que tu t'étais pas forcément donné d'échéance, tu te dis bon bah là je me mets en intérim et puis on verra ce qui en découle. Enfin, dans quel état d'esprit tu étais? Je m'étais pas donné d'échéance puisque j'étais un petit peu dans le mode un peu survie, un peu urgence financière. Donc c'est vrai que je m'étais pas donné d'échéance. Je me laissais un peu plus porter. La Hmm. priorité était vraiment de pouvoir reconstituer le capital financier pour justement éventuellement envisager autre chose après. C'est surtout arrivé ce déclencheur, je dirais, sur la deuxième année où j'ai fait de l'agroalimentaire, où il y a eu un licenciement économique. Donc le site sur lequel j'étais a été déménagé sur un autre site pour être repris. Et moi j'étais CDD à l'époque. Donc forcément, je faisais partie du premier lot des licenciements économiques. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, bon, là, il faut que je reprenne le taureau par les cornes, il faut que je puisse retrouver quelque chose. Et je dirais que c'est dans les 6 derniers mois où j'ai eu vraiment le temps et surtout l'énergie psychologique de m'attaquer à des nouvelles recherches Hmm. pour pouvoir justement espérer me sortir de cette un petit peu cette mauvaise nouvelle, hein, clairement, le licenciement économique n'était pas forcément une bonne nouvelle, pour aller chercher d'autres emplois. Hmm. À l'époque, je m'étais renseigné pour être conseiller en formation dans les OPCA, qui sont devenus OPCO maintenant. J'avais déjà fait des démarches. J'avais même décroché un contrat à durée déterminée de 8 mois. Et j'ai pas eu la chance d'avoir, comment expliquer ça, un DRH à l'époque qui était très compréhensif. Donc, il a absolument pas voulu que je quitte l'emploi où j'étais, alors qu'il savait pertinemment qu'il allait me licencier dans les 2 mois ou le mois qui suivait, pour que je puisse aller justement vers mon contrat à durée déterminée de 8 mois. Donc, je n'ai pas pu honorer l'offre qui m'avait été proposée. Et Nouveau donc, coup dur. Là, je me suis dit, oh là, par contre, je sais que là, demain, je vais perdre mon emploi. Il faut absolument que je puisse être accompagné. Psychologiquement, je sentais que ça commençait à redevenir fragile et je voyais plus les horizons ou les différents champs des possibles qui m'étaient accessibles. Donc, j'avais besoin, franchement, de prendre du recul et j'aurais pas pu le faire tout seul. d'accord. Et donc, du coup, tu t'es fait accompagner à ce moment-là. Voilà. Je me suis fait accompagner dans le cadre d'un accompagnement individualisé, dans le cadre d'une prestation pour l'emploi. D'accord. C'était l'objectif projet individuel à l'époque. Et autre coup du destin, très intéressant. J'ai eu beaucoup de petits coups du destin positifs comme ça. C'est ça qui est intéressant. J'ai donc rencontré la conseillère en insertion professionnelle à l'époque qui m'avait suivi dans le cadre de l'OPI, qui me dit franchement, ton profil est intéressant. Tu as déjà pas mal d'expérience. Effectivement, comme j'avais déjà travaillé dans le commerce, j'avais fait du commerce sédentaire, de l'itinérant, du professionnel, du particulier. Donc, le contact entreprise était plutôt facile. Et au niveau de l'approche que j'avais eue sur le développement aussi de projet, l'accompagnement déjà en tant que responsable sur le pôle prévention et insertion du CPS d'Orvaux, il m'a dit franchement, nous, là, on a besoin de quelqu'un, enfin, l'association pour laquelle je travaille, on est en train de rechercher quelqu'un pour une action qui s'appelle
évaluation en entreprise où on a besoin d'un profil un peu commercial et qui est un petit peu fait d'accompagnement aussi pour Mhm. permettre à des gens de trouver des stages. Alors, si tu es d'accord, je vais proposer ta candidature à mon directeur pour pouvoir voir si ta candidature pourrait l'intéresser. Et bingo, en 2005, voilà, c'est le début d'une nouvelle grande aventure qui a duré 15 ans par la suite, où j'ai pu accéder effectivement à l'insertion et à la formation par le biais justement de cet accompagnement et par ce petit clin d'œil du destin par la conseillère en insertion professionnelle qui avait trouvé mon profil intéressant. J'ai commencé avec eux, je connaissais absolument rien de l'insertion et de la formation. Ce qui était drôle, c'est que je venais en plus du commerce, donc malheureusement encore à cette époque, il y avait quelques stéréotypes entre le commerce, le social. Bon, c'était un peu tendu au départ pour me faire accepter par l'équipe, en tout cas par les plus anciens, puisqu'effectivement, il y avait quand même le côté commercial que je dégageais, c'était ma formation initiale, et puis mon caractère est fortement lié aussi à ce genre de profession. Donc, j'ai dû batailler un peu, mais ça s'est très bien passé. Je suis resté 3 ans avec eux pour après accéder à d'autres postes encore plus intéressants, où j'ai voulu vraiment là, moi, aller sur un public un peu plus en difficulté pour pouvoir justement bah, favoriser le côté accompagnement qui m'avait extrêmement intéressé quand j'avais fait les 3 premières années dans l'association concernée. D'accord. Et donc, tu dis, tu es resté 15 ans quand même dans le domaine de l'insertion et de la formation, 3 Mhm. ans dans cette association-là. Donc, après, de nouveau, une transition, même si tu restais dans le même secteur d'activité. Mhm. Comment ça s'est passé? Alors, l'avantage de l'expérience a vraiment été intéressant. Ça a été un atout. Je dirais même le parcours d'avant, avec les différentes démarches que j'avais moi effectuées personnellement pour accompagner les personnes. Ça m'a vraiment permis d'avoir encore un déclic pour aller encore un peu plus loin dans l'insertion. Et je me suis renseigné pour aller vers des accompagnements un peu plus difficiles, entre guillemets, avec des personnes qui étaient un peu plus en difficulté et éloignées d'emploi. Et j'ai eu l'occasion de travailler dans un premier temps sur les mesures à vie avec une association qui se retrouvait sur Blain et à la fois sur les prestations aussi pour l'emploi. Ce qui était intéressant dans ce poste-là, c'est que j'ai pu effectivement continuer à avancer, à monter en compétences et accompagner des personnes sur tout ce qui était prestations pour l'emploi, Mhm. mais en allant au fur et à mesure vers le public qui m'intéressait avec les mesures ASI. C'est de l'appui social individualisé, donc c'est vrai que les gens avaient des difficultés soit de logement, soit de santé. C'était un panel très intéressant dans l'accompagnement. Donc je suis monté en compétences par rapport à ça. Et malheureusement, de nouveaux licenciements économiques, l'association, suite aux différents appels d'offres qui avaient lieu tous les 3 ans, n'a pas été retenue. Et les conseillers en insertion professionnelle et les mesures ASI ont été abandonnées. L'État avait décidé de mettre fin aux mesures ASI. Et j'ai dû de nouveau rechercher dans le secteur de l'insertion, avec un nouveau retour dans bah, les métiers alimentaires, forcément, le temps que la transition se fasse suite au licenciement. En plus, mon contrat, j'étais resté à peine 8 mois, donc financièrement, effectivement, là, c'était très limité au niveau des indemnités qu'il pouvait y avoir. Donc financièrement, ça me remettait on va dire, en difficulté. Et là, j'avais eu donc ma deuxième fille qui est arrivée. Donc il fallait de toute façon travailler dans un métier alimentaire aussi. Donc je suis retourné voir les boîtes d'intérim pour de nouveau travailler dans de la manutention, inventoriste, tout ce que je pouvais prendre, le temps que la transition se fasse. Et puis, nouveau coup du destin, je, en parlant, en échangeant avec mon ancien réseau, parce que j'avais gardé quand même beaucoup de contacts avec le réseau de l'insertion, que j'avais commencé à me construire au fur et à mesure par rapport aux différentes expériences que j'avais. Et on m'avertit qu'un chantier d'insertion, donc une structure d'insertion par l'activité économique, recherchait un conseiller en insertion professionnelle pour faire des prestations pour l'emploi. C'était l'association intermédiaire qui supportait ça au départ. Et je me suis dit, bah ouais, ouais, bingo, à qui je dois envoyer mon CV, ma lettre de motivation, quand est-ce que je signe, comment ça se passe, on y va, quoi. Donc l'énergie était là. Donc j'ai envoyé la candidature et j'ai pu commencer justement dans les structures d'insertion par l'activité économique. Donc nouveau public, une nouvelle structure. Et l'avantage, c'est que j'ai commencé sur les prestations pour l'emploi, mais comme la structure avait un chantier d'insertion parallèlement, j'ai aussi pu demander du co-directeur du chantier de l'époque
lui demander si concrètement je pouvais accéder au métier d'accompagnateur socio-professionnel dans le chantier d'insertion. D'accord. Et bon, au départ, pareil, bon, un petit peu réticent parce que les prestations pour l'emploi, effectivement, les attentes ne sont pas les mêmes par rapport à ce type de prestations que ce qu'on a sur des chantiers d'insertion. Donc, un petit peu d'inquiétude certainement de la part du directeur. Et bon, mon coordinateur de l'époque a bien motivé la candidature. Il m'a bien soutenu. Et ça s'est passé très, très bien. J'ai eu l'occasion d'accéder au poste. Et j'y suis resté, on va dire, 7 ans dans cette structure. Et c'est une structure qui m'a fait grandir parce que d'accompagnateur socio-professionnel, j'étais référent des personnes placées sous main de justice, donc une nouvelle compétence. Donc avec un public très intéressant aussi à accompagner. Parallèlement, j'étais aussi référent jeune. Donc au niveau du panel d'accompagnement, c'est très, très riche puisque les problématiques ne sont pas forcément les mêmes pour les jeunes. Et pour finalement terminer sur la dernière étape, où là, où du destin, on va dire alignement des planètes, je ne sais pas comment l'appeler, j'ai pu accéder au poste de développement, au poste de méthodologie de projet, donc de chargé de projet et de développement pour la structure. Et j'ai pu monter des projets liés à l'insertion, liés concrètement à ce que j'aimais. Donc c'est vrai que c'était intéressant parce que c'était vraiment la convergence de mes compétences, Mm. que ce soit dans le commerce, le social, le développement de projet. Et même si la formation datait de 2002, c'est une formation qui m'a toujours suivi, tout comme le commerce m'a toujours été utile en fait dans l'insertion et la formation. Mm. Et c'est vraiment des points forts. Et c'était vraiment intéressant de pouvoir justement avoir cet alignement et cette convergence de compétences avec le chantier. D'accord. Ce que je trouve intéressant, en fait, dans ce que tu racontes, c'est que on voit que tu as eu des cycles, des choses aussi qui se sont répétées. Hein. Tu as vécu aussi deux Mm. licenciements économiques. Enfin, tu es retourné sur l'intérim. En fait, c'était souvent pour toi une passerelle pour aller vers une nouvelle transition, effectivement, avant de te reconvertir par rapport à cette sécurité. Et tu parles beaucoup de coup du destin, d'alignement des planètes, comme si finalement c'était quelque chose qui était indépendant de toi, comme si c'était pas toi pour vous qui avait agi en ce sens. Comment tu peux expliquer ça? Je pense que c'était par rapport à mon état psychologique de l'époque. C'est vrai que j'avais déjà eu plusieurs petits blocages, plusieurs barrages. Concrètement, très peu de gens avaient confiance en le projet que je mettais en place. On va dire qu'à l'époque, peu de gens auraient misé sur Sébastien Voile, hein, clairement. On peut aussi se l'avouer maintenant. Et c'est vrai que c'était peut-être quelque chose que j'entretenais et qui était clairement en moi. Et je me disais, voilà, peut-être qu'effectivement, j'ai pas la bonne démarche, j'ai pas la bonne attitude. Qu'est-ce qui se passe en fait? Donc, beaucoup de remises en question par rapport justement à tout ce qui s'était passé avant. Et puis, clairement, j'avais aussi un peu, c'est souvent ce que je disais, un peu envie de magie dans ma vie, quelque part. Dans les moments, on va dire, un peu compliqués, on veut toujours garder l'espoir. On essaie de s'accrocher toujours à quelque chose. C'est hyper Mm. important, je trouve ça. Enfin, moi, c'est vraiment ce qui m'a permis de tenir. Et puis, ça m'arrangeait certainement à l'époque de me dire que c'était une coup de baguette du destin, même si je savais que derrière, c'était aussi le travail que j'avais mené et les relations que j'avais tissées, les réseaux que j'avais mis en place, qui m'avaient amené, si tu veux, à aller concrètement atteindre ces objectifs-là. Mais c'est vrai que quand on arrive dans un secteur, à l'époque, c'était dans les années 2000, hein, donc vraiment, pour les personnes qui nous écoutent, c'était le commerce et le social, c'était pas des secteurs du tout compatibles, hein. Donc, Mm. c'est vrai que même quand on arrivait à l'époque dans des structures anciennes, en plus, la structure existait depuis 1974 avec beaucoup de combats féministes, beaucoup de combats d'accompagnement, vraiment une association militante. C'est ce qui caractérise quand même ce milieu, je trouve, en général. Et qu'on arrive là avec le côté commerce, effectivement, les gens nous disent, oh, toi, tu es un ancien commercial, tu rigoles, tu vas jamais être capable d'accompagner des personnes correctement. Et Mm. moi, mon truc, c'était vraiment de dire, bah si, en fait, vous vous rendez pas compte, mais le commerce m'a énormément aidé dans l'accompagnement. Dans le commerce, on a une étape qui s'appelle la découverte du client. Oui. Alors moi, c'est quelque chose comme la méthodologie de projet sur les différentes étapes qu'on met en place pour faire le diagnostic. Tout ça, ça m'a servi. Et pour permettre aux gens c'est bien d'avoir la
méthodologie de projet, d'avoir toutes les compétences techniques. Mais à un moment, faut que les gens soient en confiance aussi. C'est une relation de confiance, ce genre de métier. Donc, il faut vraiment qu'ils acceptent aussi de se confier à nous. C'est pas simple comme démarche. Quand les gens arrivent en accompagnement, généralement, c'est pas très simple. Ça veut dire que la situation est pas, on va dire, pas simple. Donc, on a besoin aussi à un moment de mettre les gens en confiance. Et le commerce m'a énormément aidé par rapport à ça. Avec les questions qu'on était habitués à poser, les Mm. entretiens semi-directifs, ne serait-ce même que les petits signes, les petites expressions que les gens avaient, les doutes, l'intuition. Il y a beaucoup de choses qui m'ont aidé en tant qu'ancien commercial dans le social. Et d'ailleurs, on s'aperçoit bien maintenant que les profils commerciaux sont plus autant redoutés dans l'insertion professionnelle que ce que c'était le cas, enfin, que ce qui était, Mm. on va dire, la coutume avant. Mm. Tout Maintenant, à c'est fait. beaucoup plus facile de faire le pont entre les deux, puisqu'il y a de plus en plus de relations entreprises, hein. Oui, tout à fait. Mais alors, donc là, du coup, tu n'as pas fini encore ton parcours. C'est pareil. Non, non, effectivement. Euh, donc, Axi Réagit, ça se passe très bien, très bonne ambiance d'équipe, beaucoup de tolérance entre nous, beaucoup de solidarité, beaucoup d'aide. On avait forcément des dossiers parfois qui étaient complexes à gérer. Donc, dans ce cas-là, l'échange de pratiques, l'échange avec les collègues ou avec d'autres professionnels, le réseau est super important. Donc, c'est vrai que là, je m'étais construit un réseau très intéressant, très pluridisciplinaire, super intéressant, avec en plus la touche développement de projet où on a encore d'autres acteurs et d'autres entités, voire même des décideurs. Mm. Ça facilite beaucoup de choses pour pas mal de projets, y compris dans l'insertion. Et donc, j'arrive voilà, en pleine possession de mes moyens. Je gérais pas mal de petites choses intéressantes avec une petite équipe à gérer aussi. Et de nouveau, mauvaise nouvelle. On apprend en fait que Axeragy, enfin, que la structure à l'époque avait quelques soucis financiers. Donc, elle a été mise en redressement judiciaire. Et forcément, dans ce genre de cas, moi, j'avais une partie de formation encore, mais qui était réduite. Beaucoup de mon activité, de mon poste, était lié à des fonctions support. Et clairement, dans le cadre d'un redressement judiciaire, c'est compliqué de garder les fonctions support. C'est généralement les premières qui sont allégées. Et nouveau licenciement économique pour la troisième fois. Et là, nouveau coup dur où là, on se dit, oh, ça fait maintenant 15 ans que je fais ce métier. Concrètement, vers où je vais aller? Qu'est-ce que je vais faire? Financièrement, ça allait, mais concrètement, il fallait trouver de toute façon une solution. Et de nouveau, en fait, reprendre les rames et pouvoir ressolliciter le réseau, trouver une solution. En fait, ce qui est le plus compliqué dans cette étape-là, je trouve, c'est de retrouver l'énergie. Mm. Ça demande énormément d'énergie de se battre concrètement, parce que c'est le terme que j'emploie, pour pouvoir justement retrouver de nouvelles solutions et de nouveau repartir à zéro. Et alors, du coup, C'est toi, comme à comment... chaque fois dans les cycles dont on parlait tout à l'heure. Oui, c'est ça. Du coup, toi, comment tu fais pour retrouver l'énergie? Parce que, enfin, tu vois, ceux qui nous écoutent, à mon avis, ils doivent être parfois dans les mêmes situations. Et forcément, c'est bien d'avoir des billes. Et comment on fait? Alors, au départ, c'est compliqué. C'est vrai, faut être conscient de ça. Et ce qui m'a aidé, c'est que des gens se rendent compte aussi de la situation et acceptent que, bah oui, effectivement, la situation n'est pas facile et qu'elle ne dépend pas de nous. Mm. Souvent, ce qu'on nous renvoie, c'est, voilà, quelque part, c'est peut-être un petit peu de notre faute, quoi. Bah non, c'est un licenciement économique, j'y suis pour rien. Ouais, mais l'assertion, ça rapporte pas. Enfin, tous les clichés qu'on peut entendre, c'est le social, bref. Et ça, c'est la première source d'énergie. C'est vraiment qu'à un moment, il y a des personnes qui vont dire non, je sais ce que tu ressens, je comprends ce que tu ressens, je sais que c'est pas facile, je peux t'aider, je peux t'accompagner sur certaines choses, il n'y a pas de problème, on est là. Première source d'énergie, la présence des gens. La deuxième, et non la moindre, c'est l'entourage. L'entourage, concrètement, dans ce genre de situation, la famille subit un peu ça aussi, quelque part. Donc, il faut qu'on puisse avoir des gens dans notre entourage proche, femmes, famille, qui soient un peu compréhensifs et qui aient aussi des mots aussi pour nous aider à passer le pas. Ça, c'est Mm. hyper important. Le soutien psychologique est super important. Et je dirais, l'énergie aussi à retrouver, elle est liée concrètement à, quand on a la chance d'en avoir des ressources intérieures.
qu'on trouve. Alors moi, je l'ai trouvé à travers le sport, par exemple, où là, j'ai retrouvé des activités sportives que je n'avais pas spécifiquement faites avant. Je suis quand même un grand anxieux. Donc, quand on est anxieux, c'est pas simple de gérer ce genre de situation. C'est jamais simple pour personne, mais l'anxiété, clairement, elle n'est pas d'une grande aide quand on est dans ce genre de situation. Donc, j'avais besoin d'avoir une activité extérieure pour pouvoir évacuer tout ça. Et l'activité associative aussi. Mm. L'énergie que j'ai toujours eue à travers tout ce parcours, depuis les premières galères et les premiers coups du destin, comme tout à l'heure, c'était aussi l'associatif. J'ai fait beaucoup d'associatifs, je me suis beaucoup impliqué sur mon territoire. Des compétences que je ne pouvais pas mettre en place au niveau professionnel, je les donnais en bénévole au niveau de l'administratif, au niveau de l'associatif. Et je me suis éclaté. C'était une source d'énergie vraiment super agréable. On rencontre plein de monde, il y a plein d'échanges. Mais effectivement, bah, du coup, on a des compétences, donc on est content de les mettre au service de l'association, au service du territoire. Moi, ce qui m'intéressait, c'est d'avoir des associations qui agissaient vraiment pour leur territoire, D'accord. soit des personnes du territoire, soit des actions diverses, économiques ou autres. Et j'ai trouvé des associations qui me permettaient tout ça, qui me permettaient vraiment de partager mes valeurs et puis de voir les choses évoluer petit à petit. C'était vraiment une grosse source d'énergie aussi. Mm. Donc, bah, concrètement, l'entourage, la famille proche, pour résumer, les ressources intérieures et avec les activités extérieures, l'associatif et le sport pour moi, en tout cas. Mm. Et la dernière, justement, bah, le réseau et les gens qui disent non, je sais que tu es compétent, on peut te faire confiance, on va être là. Ouais. Et donc là, en termes de bénévolat, tu faisais quoi comme mission précisément? Alors, j'en ai fait plusieurs. Alors, au départ, quand j'ai mis pied dans l'associatif, c'était dans l'école privée de ma commune. Il y a des organismes de gestion qui gèrent un petit peu tout ce qui est gestion courante et financière de l'association. Donc, c'est ce qui m'a permis de mettre un premier pied dans l'associatif en tant que simple bénévole pour donner des coups de main dans les travaux, les kermesses, puis diverses choses et variées. Au fur et à mesure, les gens se rendent compte que derrière, il y a peut-être autre chose à faire, qu'il y a peut-être des compétences qu'on peut aussi utiliser. Moi, je m'aperçois qu'il y a des compétences que je peux aussi mettre à la disposition des gens. Donc, je suis allé aussi vers de l'associatif un peu plus politique. Pour le coup, j'ai fait de la politique, hein, je n'ai pas envie de dire au contraire. Ça m'a apporté énormément de choses. Mhm. Et j'ai beaucoup évolué aussi à travers cet associatif-là. Et là, bah, concrètement, les compétences, elles sont très utiles. Et Mm. puis, l'échange est vraiment très intéressant. Moi, ce qui me nourrit beaucoup, c'est apprendre en permanence. Et l'associatif, il m'a appris beaucoup de choses. Et à chaque expérience associative que je faisais, que ce soit en tant que simple bénévole ou après encadrant, quand j'ai fait de la politique, j'étais trésorier, donc Mhm. de la fédération, d'une fédération départementale. C'était très intéressant. J'ai été conférencier national. Enfin, j'ai vu des choses au niveau politique que j'aurais jamais eu l'occasion de faire si je n'avais pas fait d'associatif, Mm. concrètement. Et aujourd'hui, Et j'ai aussi eu l'occasion. Hmm. oui, non, J'ai vas-y. pas entendu. Et derrière, en fait, l'autre association que j'avais faite, où là, j'étais président, il y en a eu plusieurs, même j'étais président d'ailleurs, c'était une association qui montait des projets justement de territoire. Donc là, des projets qui sont soit économiques, soit sociaux, soit environnementaux, soit culturels. Et j'y suis resté 4 ans dans cette association-là. Et j'ai été président, alors directeur de commission sur une commission pendant un an et président aussi de l'association pendant un an, où là, on découvre encore de nouvelles choses. Donc là, sur l'aspect gestion juridique, c'était pas des associations employeurs encore, donc il n'y avait pas cet aspect-là. Mais tout ce qui était subvention, développement de projet, là, clairement, c'était très intéressant de travailler là-dessus. Il y avait de la recherche de sponsors et puis vraiment, on a des projets d'intérêt généraux, voire d'utilité publique dans certains cas. D'accord. Les deux dernières que j'ai faites, c'était donc dans la cantine aussi, parce qu'on était sur le secteur où j'habite, c'est une cantine associative. Donc, on cuisine sur place. Donc là, c'était une association employeur, donc nouvelle casquette. Donc là, j'étais président, donc forcément responsable aussi des salariés. Et j'ai géré la petite équipe qu'il y avait au niveau, il y avait 6 salariés, hein, c'était pas grand-chose. Il y avait 6 salariés donc qui étaient dans l'association. Et pareil, donc nouvelle casquette, nouvelles compétences, bah, du management forcément, du développement de projet aussi, de la gestion de budget
et une approche intéressante sur l'alimentation. Parce qu'avant, j'avais l'occasion déjà de travailler sur pas mal de projets liés au système alimentaire, à l'alimentation en général. Et ça, c'était un aspect qui était intéressant dans la cantine aussi, avec différents partenaires aussi qu'on sollicitait pour monter des petites actions ponctuelles ou avoir des subventions par rapport à des petits changements qu'on mettait en place dans la cantine, comme de l'anti-gaspi. Ça pouvait être aussi des formations liées un petit peu à tout ce qui était hygiène, sécurité, tout ce qui était repas alternatifs, ce genre de petites choses. Et la dernière, c'était coprésident pour une association qui dépendait de Terre et Humanisme, Mhm. qui mettait en place justement tout ce qui était agroécologie. Donc là, typiquement de l'environnemental, avec l'environnemental, je dirais même dans sa globalité, hein, en passant par l'agroforesterie, l'alimentation, la bio, enfin tout ce qui peut être trouvé et vu dans tout ce qui est agroécologie. Et là, pareil, pas du tout les mêmes réseaux. Donc, nouvelles rencontres avec de nouvelles personnes, donc nouvelles sources d'énergie, nouvel apprentissage sur des techniques que je connaissais pas, et mise en place d'un gros projet en collaboration avec mon ancien employeur à l'époque, donc qui maintenant vit, euh, vit même bien et vole tout seul comme un grand, vite sur les différentes actions qui étaient mises en place. Et ça, c'est vraiment agréable aussi de voir concrètement les différentes actions qui, là, ont réellement un impact. C'est Mm. important pour moi aussi d'avoir un impact aussi sur ce que je fais et D'accord. sur l'environnement qui m'est propre Ok. sur mon territoire. Et donc là, tu disais tout à l'heure que apprendre pour toi, c'était une source d'énergie. Est-ce que tu dirais que si tu commences à stagner peut-être sur un poste et que tu vois que tu n'apprends plus parce que voilà, ça y est, tu maîtrises, qu'il y a une baisse d'énergie et de motivation ou pas pour autant? Alors, alors j'ai appris maintenant à avoir moins de baisse de motivation, mais j'avoue qu'à un moment, c'était le cas. C'est vrai que à un moment, quand on n'est jamais réellement dans la maîtrise, c'est pas ce que je veux dire, mais à un moment, on arrive quand même à un point d'expertise dans les différents métiers qu'on a et on apprend toujours. Donc ça, c'est bien, mais il y a des fois sur le côté technique, méthodologie, c'est bien d'aller voir de nouvelles choses pour justement bénéficier de l'expérience aussi des autres. Mm. L'apprentissage, pour moi, c'est aussi ça, c'est que c'est un échange. Les, les personnes, les échanges entre personnes sont très importants et c'est en écoutant les autres, en écoutant les gens qui ont de l'expérience, en écoutant les différents avis et puis en argumentant, en étant vraiment dans une écoute active, je trouve que c'est une source de motivation qui est intéressante. Et si je perds ça, effectivement, ça aurait pu être une source pour moi un peu compliquée dans les différents métiers que je peux exercer ou que je pouvais exercer. Mm. Et vraiment, s'il y avait plus d'échanges culturels ou intellectuels dans le métier que j'exerce ou que j'exercerais, ça pourrait, oui, pour moi, me mettre dans une situation où je dis, bah non, en fait, je n'y retrouve plus. Ouais. Le sens, pour moi, n'est plus là. Alors, c'est un sens particulier, hein, mais les valeurs que moi, je veux développer, ce côté apprentissage, échange culturel, il est vraiment prégnant. Et ça m'a donné tellement d'énergie dans les différents moments où ça allait pas que j'ai encore envie de m'en nourrir quelque part. Mm. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Il arrive des très belles choses, c'est le cas en ce moment, mais il peut aussi y avoir quelquefois des obstacles de nouveau à surmonter. Mm. Et, euh, et j'avais perdu cette énergie un petit peu à un moment où j'avais plus de poudre de fée. J'aime bien parler de la poudre de fée. On en a parlé dans les différents accompagnements, et c'est vrai que du coup, c'est cette énergie-là que je cherche. Cette poudre de fée, elle est importante. Mm. Il y a un côté magique dans son discours. Oui, toujours, ouais, ouais, c'est parce que je trouve ça beau. En fait, pour moi, c'est un message d'espoir. En fait, ça donne de l'espoir. Pour moi, ça m'en a donné. Donc, je me dis, allez, ça peut certainement en donner à d'autres personnes. Donc, j'y vais, quoi. D'accord. Donc, c'est pas terminé. Et il Et y a non, et encore oui, d'autres il faut le parcours expériences professionnel. professionnelles. C'est riche. Donc, Et, après. euh, et là, donc, je me dis, bon, je réussis pas à trouver d'emploi. Je suis monté en compétences. J'ai un réseau. Allez, je m'oriente vers la création d'entreprise. J'avais testé un peu ça avant en 2010. Petit retour en arrière. Euh, Première expérience de création d'entreprise dans SARL et qui était liée aussi à de l'utilité publique.
C'était sur un projet informatique pour les personnes qui étaient vraiment pas du tout à l'aise avec l'informatique. Puis il n'a pas abouti pour une raison simple, c'est qu'on s'est pas entendu avec la société que j'avais choisie à l'époque. Donc bon, je me suis dit bon bah là c'est bon, moi je prends pas plus de risques. J'ai une famille, je limite tout ça et je quitte l'affaire. Donc forcément une nouvelle source d'énergie à trouver puisque là je m'orientais de nouveau vers la création d'entreprise. Donc le côté anxieux revenait en disant ouais mais alors là est-ce que c'est vraiment le bon choix? Est-ce que concrètement t'es pas en train de faire une bêtise, Sébastien? Parce que bah, c'est une nouvelle aventure, ça veut dire qu'il va falloir trouver des clients, qu'il va falloir retrouver de l'énergie pour pouvoir en vivre de tout ça aussi concrètement. Et je me suis dit, bon, allez, j'ai eu des bons maîtres à penser, j'ai eu des bons mentors, j'ai des personnes qui m'ont appris énormément de choses, donc ouais, je tente le coup, j'y vais. Donc je monte la structure, encore avec moins de risques que ce que j'avais pris pour la SARL, auto-entrepreneur, formateur consultant, où là, j'étais vraiment sur la mise en place d'actions de formation, des conférences. J'ai animé des conférences à l'époque, des tables rondes. J'ai monté des modules de formation. Et j'ai eu un partenariat aussi pour être formateur national pour mon ancien employeur, qui faisait partie d'une grande fédération, qui permettait justement de pouvoir faire des formations et transmettre son savoir à travers toute la France à des personnes qui étaient dans l'accompagnement aussi comme moi. Donc encadrant technique pour les structures d'insertion par activité économique, qui étaient des chantiers d'insertion, et accompagnateurs sociaux-professionnels pour les personnes qui étaient aussi dans les chantiers d'insertion, mais plus sur la partie accompagnement social. Donc, pendant 3 ans, bonne expérience. J'ai vraiment utilisé l'ensemble de mes compétences. J'ai encore développé mon réseau. J'ai eu l'occasion de voyager en Outre-mer. Je suis allé faire des actions de formation en Guyane. Ça a été un moment super marquant pour moi. Enfin, c'était vraiment génial. La richesse culturelle que j'attends et que j'aime. Ben alors là, autant dire que je l'ai clairement retrouvé. Et ça, c'était en 2017. D'accord. Donc, malheureusement, 2, 3 ans après, on a une pandémie qui s'est installée dans tout ça, qui est arrivée, qui s'appelle la Covid et qui a commencé à devenir un peu compliquée. Et sachant qu'à l'époque, en plus, en septembre 2018, un an après mon installation, il y avait la réforme de la formation professionnelle qui s'était mise en place. Mm. Et forcément, les OPCA de l'époque devaient devenir OPCO et de 22 devaient passer à 11. Donc moi, j'avais commencé à démarcher pas mal justement d'OPCA à l'époque pour pouvoir faire mon étude de marché et gagner aussi des clients et voir quelle démarche je devais mettre en place pour travailler avec eux. Et au moment où je pouvais passer à l'action, du coup, il y a eu la réforme structurelle qui a tout chamboulé. Forcément, quand on divise le nombre d'OPCA par deux, donc on passe de 22 à 11, c'est un peu compliqué. Et même pour les OPCO maintenant, ça a été très compliqué. Donc, j'ai pas pu mettre en place de partenariat à cette époque-là. Et une fois que ça a été résolu, il y a la Covid qui s'est mise en place dans tout ça. Et là, c'est vrai que ça a compliqué les choses. Les formations en distanciel se faisaient de plus en plus. Malheureusement, concrètement, les modules que moi je proposais, vu que c'était lié de l'accompagnement et de l'encadrement, j'avais pas eu l'occasion de développer de e-learning ou de choses comme ça. Donc, c'était des formations qui étaient quand même essentielles au niveau du présentiel, au niveau de l'animation. C'était compliqué de faire sans. Donc, j'ai pas pu aller jusqu'au bout. Et j'ai dû arrêter cette entreprise en février 2021. Alors, parallèlement, comme il fallait aussi assurer le quotidien, j'avais accepté un poste de directeur de chantier d'insertion en temps partiel. Et là, ça s'est pas bien passé du tout. Je suis dû rester, je pense, 1 an et quelques mois là-bas. Et mésentente totale, en fait, avec la présidence de l'association. En tant que directeur, c'est un peu compliqué quand on doit mettre en application les consignes du CA et du président. Et pareil, avec à l'époque, un encadrement technique avec lequel ça se passait pas bien non plus. C'est un métier, enfin, c'est un poste qui a failli me mener à un burn-out, hein, clairement. J'avais eu du harcèlement, des mails pas du tout agréables, que ça soit au niveau du direct, enfin, au niveau du président de l'association et même au niveau de l'encadrement technique. Donc, avec du management à faire dans tout ça, avec une structure qui est déjà un petit peu en souffrance, où moi j'essayais de mettre en place des choses pour que les personnes
puissent se développer, développer leurs compétences, que j'étais moi et ce que j'avais mis en place en associatif, et que de toute façon ne marchait pas, puisque je pense que la structure était peut-être allée un petit peu loin, je ne sais pas ce qui s'était passé. Donc Mm. l'environnement n'était pas propice, et à un moment, avant d'aller au burn-out, j'ai décidé d'arrêter, parce que là, je sentais que émotionnellement et psychologiquement, c'était très, très compliqué. Mm. Là, il fallait vraiment que je m'en sorte. Là, c'était vraiment une question de survie. Et c'était pas du tout même intéressant pour les personnes que j'accompagnais Mm. de pouvoir, enfin, par respect pour les gens, je pouvais pas rester, quoi. C'est, quand on fait de l'accompagnement, faut être dedans à fond. Il faut avoir toute la ressource et l'équilibre psychologique nécessaire pour que dans l'échange, on puisse s'apporter mutuellement des choses. Et là, j'étais plus en capacité de le faire. Donc, j'ai décidé de demander une rupture conventionnelle qui a été refusée au départ. Donc, j'ai dû me battre pour que ça puisse se mettre en place. Finalement, ça a été accepté puisque j'ai clairement dit à un moment au président, de toute façon, tu sais très bien que ça peut pas durer comme ça. Donc, il va falloir un moment que pour toi et pour moi, on agisse. Mm. Sinon, c'est vraiment pas du tout cohérent par rapport à ce qu'on veut mettre en place au niveau de l'accompagnement des personnes. Et donc, la rupture a été acceptée finalement. Donc, de nouveau, départ à zéro, en plus avec grosse remise en question sur ma capacité à faire de l'insertion, par rapport à l'état psychologique dans lequel j'étais à la fin de ces 1 an. Psychologiquement, j'étais pas du tout en capacité de prendre du recul. J'étais un peu détruit, hein, clairement. Et j'avais l'impression de pas être du tout compétent pour continuer dans ce métier-là. Mm. Je me suis dit, bon, bah, là, qu'est-ce que je vais faire, quoi. Et j'ai dit là, je peux pas m'en sortir tout seul. Je devenais plus agressif, je devenais plus impulsif. Il y avait des conséquences sur ma famille. Enfin bon, là, c'était plus possible. Donc là, je me suis dit, pareil, il faut que je puisse retrouver un accompagnement, il faut que je puisse être aidé pour pouvoir justement passer cette nouvelle étape. Parce que là, au niveau de mes poudres de fée là, et de mon énergie, j'en avais plus. Concrètement, j'avais tout donné pour éviter de tomber concrètement pendant la période pendant les 1 an. Et j'avais plus assez de force pour pouvoir prendre du recul tout seul, quoi. Et c'est là où j'ai fait appel à toi, du coup, dans l'accompagnement pour faire le bilan de compétences et avec en plus une approche psychologique que j'avais vraiment besoin de prouver par rapport justement au vécu que j'avais et au recul que j'avais pu par rapport à l'expérience que j'avais eue dans la dernière association. Et donc, euh, de nouveau, travail sur tout le travail qu'on a fait ensemble, hein, sur le parcours, demain, comment je me projette, mes objectifs personnels. Clairement, au départ de l'accompagnement, j'étais perdu. Je savais plus où je voulais aller. J'avoue que là, j'étais complètement désappointé. Je voyais bien que l'insertion et la formation m'intéressaient encore, mais que j'avais atteint un niveau de rupture qui Mm. pouvait peut-être même dans certains cas me mettre en danger avec certaines personnes que j'accompagnais. Donc, par rapport à des réactions, la gestion des émotions, elle est importante dans ce genre de métier. Donc, Mm. quand on sent qu'on les maîtrise plus, ça peut ouvrir des portes qu'on ne réussit pas à refermer. On en a parlé souvent ensemble aussi. Et je voulais pas ça parce que c'était pas possible que moi je mette ma famille en jeu et que du coup le parcours des personnes soit mis en jeu non plus. Et j'étais un peu agressif au départ aussi. J'en voulais un petit peu à la terre entière, hein, clairement. Ça faisait quand même la quatrième rupture professionnelle, donc 3 licenciements économiques, C'est ça. plus la Mm. rupture conventionnelle, ça fait beaucoup. Mm. Donc, surtout que j'avançais en âge. Donc, il y a aussi cette anxiété qui revenait par rapport à l'âge. C'est ce que je vais faire, quoi. Mm. Euh, la structure que j'avais parallèlement en tant qu'indépendant commençait à battre de l'aile parce que la Covid, concrètement, c'était pratiquement plus possible à un moment de faire de la formation. Donc, j'avoue que là, j'étais vraiment dans des questionnements trop profonds pour m'en sortir tout seul. Mm. Oui, je me souviens hein, des premiers rendez-vous, ou en tout cas les premiers rendez-vous et puis l'évolution, effectivement, il y avait beaucoup de colère et Hmm. c'était vraiment là-dessus que c'était travailler sur la gestion de cette émotion-là par rapport à ton vécu. Et, euh, et finalement, ça s'est dissipé, cette colère, avec le temps. Tu as fini par mettre des mots aussi sur ce que tu ressentais, donc c'était une phase Oui, et assez... heureusement, Mm. complètement.
Et d'où l'intérêt aussi de l'accompagnement que tu as fait, parce que mettre les mots, des fois, tout seul, on n'y arrive plus. Mm. Quand l'énergie, elle est plus là, même si derrière, il y avait quand même la famille, mais la famille, c'est pareil, elle a pris certains coups aussi. Quatrième fois, ça fait beaucoup. Troisième enfant qui est arrivé entre-temps en plus. Donc, voilà, la vie personnelle n'a pas forcément toujours le même rythme que la vie professionnelle, hein. C'est souvent le cas d'ailleurs. Et allier les deux, pour tout le monde, c'est compliqué. Et quand il y a des Mm. grains de sable, des fois, qui bloquent les engrenages, bah, comme tu l'as très bien dit, tu réussis plus à mettre les mots et tu n'y arrives surtout pas tout seul, quoi. Mm. Et là, ton entourage te voit tomber même, parce que j'étais rendu quand même à un niveau bas, clairement. Et bah, ils sont dans la puissance. C'est jamais agréable pour les personnes qui t'entourent d'être dans la puissance. C'est pas un sentiment qu'on aime. C'est compliqué. Ouais. D'accord. Et donc, après notre accompagnement, il y a eu encore de nouvelles évolutions. Oui, donc après, j'ai donc toujours à travers le réseau, parce que j'avais toujours gardé mes antennes un peu paraboliques dans le réseau de la formation et de l'insertion au cas où quand même. J'ai eu l'occasion d'exercer donc sur un poste de coordinateur pédagogique, C'est exact à un moment de qui notre accompagnement. ouais, c'est ça, ouais. Bah, parce qu'en fait, c'est arrivé, ouais, c'était en 2022, donc ouais, c'est ça. Je suis arrivé pendant cette période-là. Et effectivement, bah là, c'est pareil. Malgré les mots que j'avais réussi à mettre, parce que parallèlement, il y avait l'accompagnement, heureusement, je ne me sentais plus du tout en capacité d'exercer ce métier. En plus, Hein. là, je passais à ce côté coordination. Donc là, avec une équipe de formateurs à gérer, avec quand même des responsabilités qui étaient un peu plus importantes. Donc là, je me suis aperçu concrètement, j'étais confronté à mes émotions et je me suis aperçu qu'il fallait plus que j'aille vers ce genre de poste parce que l'énergie que ça me demandait au niveau des responsabilités du management, c'était difficile de l'avoir et j'ai même eu pour la première fois une expérience avec un stagiaire qui s'est très mal passé où je suis monté en pression lui aussi. Ça a fini mal terminé, tout ce qu'on déteste dans l'insertion. Il y a eu de la violence verbale de sa part, donc un petit peu de ma part, tout dans le respect, mais quand même, je me défendais, mais du coup, pas de la bonne manière. Donc la Hein. mise en danger dont je parlais, donc pour moi, le point de rupture qui me disait, bah, si un jour tu arrives à ça, c'est pas bon, faut que tu Hein. prennes une décision et c'est que tu n'es plus en capacité d'exercer, d'aller vers ce genre de métier, d'exercer en tant que conseiller en insertion professionnelle ou coordinateur, ou tout ce qui est lié à la formation et l'insertion. Ouais. Donc là, effectivement, pareil, j'ai demandé c'était un contrat à durée déterminée. J'ai voulu que le contrat s'arrête parce que je voyais bien que les conséquences sur l'équipe n'étaient pas bonnes non plus. Le côté agressif qui était canalisé revenait en situation un petit peu de montée en pression, donc, ou un petit peu en cas de difficulté aussi. Donc, l'équipe qui était avec moi, pareil, commençait à subir les conséquences parce que je me maintenais quand même, mais je sentais bien que je n'étais pas à l'aise et que ça pouvait pas continuer comme ça. Hein. Donc, j'ai eu la chance que là, ça se passe très bien. Ils ont vraiment accepté la fin du contrat à durée déterminée en anticipé. Il n'y a pas eu de souci par rapport à ça. En plus, dès le départ, l'intégration s'était bien passée. J'avais vraiment rien du tout contre cette équipe. Ça s'était super bien passé. Mais je savais que là, c'était moi concrètement qui pouvais absolument pas aller enfin, continuer dans ce genre de situation, quoi. Hein. Donc, nouveau choix, donc, avec ton appui et puis nouveau rebondissement où là, concrètement, j'arrive à la conclusion par rapport à l'accompagnement qu'on a fait. Il fallait que je décharge mon cerveau un petit peu toute cette charge mentale d'accompagnement, de l'énergie que ça m'avait demandé, de tout ce qui s'était passé dans la structure où ça s'était mal passé, et Hein. qu'il fallait que je revienne sur des métiers beaucoup plus manuels, beaucoup plus physiques, qui me permettaient un petit peu de me défouler, et surtout avec moins de charge mentale, pour pouvoir justement bah, être plus serein et reprendre un petit peu d'énergie pour, pourquoi pas, un jour aller de nouveau vers ce métier-là. À cette époque, c'est ce que je pensais. Y retourner, je me suis dit pourquoi pas, mais j'ai besoin de récupérer de l'énergie. Donc là, renouveau intérim, et bah, c'est le cas maintenant depuis 2 ans où je suis en intérim, toujours avec la même boîte d'intérim qui m'a fait confiance. J'ai eu des missions, j'avais demandé des missions longues, donc je suis revenu dans l'industrie agroalimentaire pendant un moment, pendant 15 mois, et maintenant je suis dans le recyclage de plastique, toujours avec la même boîte d'intérim. Et ce que j'avais apprécié aussi dans l'accompagnement qu'on avait fait, c'est que ça avait quand même fait émerger le fait que la création d'entreprise restait quand même fortement en moi. Hein. C'était quand même quelque chose, le côté indépendant qui, par rapport à mon caractère, Hein. était un petit peu immuable. Il y a des choses comme ça, voilà, par rapport à nos personnalités qui sont ancrées.
Et j'ai décidé quand même de me renseigner ou d'être à l'affût de différentes opportunités qui pouvaient se présenter. Je voulais me fermer aucune porte. Et effectivement, j'en ai trouvé une dans la gestion du patrimoine. Donc maintenant, je suis, comme je le disais au tout début, en double activité en tant que consultant en gestion de patrimoine indépendant et puis manutentionnaire. Pour moi, c'est le point d'équilibre. Là, je réussis à concevoir les deux. Mm. Les fruits de l'accompagnement ont porté par rapport à ce que tu as fait aussi. Concrètement, à côté, j'ai pas honte de le dire, j'étais suivi psychologiquement, je le suis encore parce que il y avait quand même une étape de dépressif qui était quand même là suite à l'expérience un peu négative qui s'était passée dans l'avant-dernière association dont j'ai parlé avec le président. Mm. Et donc là, j'ai réussi à trouver un équilibre yin et yang qui me Mm. permet d'un côté d'assurer le quotidien et pas mettre ma famille en danger. Ça a vraiment, Ouais. dans les différents projets de création que j'ai voulu mettre en place, création d'entreprise et autres, c'était vraiment protéger ma famille. C'est une valeur, euh, je n'y reviendrai pas. C'est important pour moi. Et là, j'ai trouvé le bon système entre, bon, j'assure le quotidien avec l'intérim à côté. C'est souvent des contrats longs qu'on me propose. J'ai l'avantage en plus d'avoir une entreprise là qui est très accueillante, qui a un management qui est vraiment très bienveillant. Mais c'est un mot que j'avais du mal à dire. Si tu te souviens de l'accompagnement, la bienveillance, au bout d'un moment, me rendait très agressif parce qu'il y a la vraie bienveillance et la mauvaise bienveillance. Et j'ai connu la mauvaise bienveillance. Donc, j'étais un peu sur mes gardes et cette entreprise, la dernière là où je suis actuellement, euh, 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 point sur ce management où j'étais pas du tout habitué à ça en fait. J'étais Et habitué, la bienveillance, je l'ai retrouvée par rapport à ce que j'avais vu dans l'association où je suis resté plus longtemps, 7 ans quoi. est-ce que justement tu peux expliquer, parce que c'est pas forcément clair, c'est qu'est-ce que tu entends toi par la bonne bienveillance, la mauvaise bienveillance et comment faire la différence entre les deux? Alors, la différence entre les deux, j'avoue que c'est très subjectif. Donc, je vais te donner donc mon avis. Moi, euh, différencier la bienveillance hypocrite où effectivement on va dire oui, je vais prendre soin de toi, on va développer des valeurs ensemble, mais toujours pour aller dans le sens de l'entreprise, dans le sens de la structure, dans le sens qu'elle impose Mm. et donc d'une certaine manière qu'on subit. Mm. Donc, peut-être pour être plus clair, c'est une sorte de bienveillance subie. On dit si c'est bien, on va être ensemble, tu vas voir, on va t'accompagner, on va avoir un parcours d'insertion, enfin un parcours d'intégration, pardon, qui va te permettre de te sentir bien, ce genre de choses. Et au final, dans les faits, on s'aperçoit que non, et que c'est des valeurs qui ne nous appartiennent pas et qu'on nous inflige de nouveau, que je voulais plus subir, quoi. Et c'est sinueux, je dirais, c'est mesquin parfois cette approche. Et D'accord. derrière, en fait, oui, la bienveillance, on s'en fiche. Et à partir du moment, du coup, où on n'atteint pas les objectifs de l'entreprise ou de la structure associative ou autre, hein, parce que ça existe dans l'associatif aussi, hein, malheureusement, on te met de côté ou on commence à te montrer que ouais, la bienveillance, ça a ses limites. Et la vraie bienveillance, c'est OK, euh, on prend en compte le parcours que tu as eu avant, parce que j'ai appris à parler aussi de ce que j'ai vécu, qui n'était pas évident, que c'est un peu quelque part s'exposer. On ne sait pas ce que la personne va en faire en face. Elle peut très bien nous le renvoyer de manière très négative et s'en servir contre nous. Et moi, c'est ce que j'ai connu dans beaucoup d'entreprises dans lesquelles j'ai travaillé avant. Donc j'étais très méfiant par rapport à ça. Je ne suis pas habitué à cette démarche de parler. Mais je me suis aperçu que c'était ce qu'il y avait de mieux à faire parce que les gens étaient au courant. Et l'important pour moi, une de mes valeurs aussi, c'est d'être droit dans mes bottes. Donc je Mm. préviens. Je dis voilà ce qui s'est passé, sans donner de détails parce que ça ne les regarde pas. Et je dis voilà les conséquences que ça a eu. Donc quelque part, le message, c'est rassurez-moi. Ok, je veux bien prendre des responsabilités, je veux bien faire des choses, je veux bien me remettre dans la création d'entreprise, mais je veux pas être isolé et je veux qu'il y ait vraiment une bonne bienveillance derrière, qu'on me laisse le temps, Mm. qu'on ne mette pas de pression et qu'on me laisse y aller à mon rythme. Et qu'on me laisse surtout de l'échappatoire. Il y a un Mm. moment, ça ne me convient plus, que j'ai l'occasion de partir. Et c'est l'approche que je trouve intéressante avec l'intérim. Là, Mm. sur la dernière entreprise, il n'y a aucun problème, ça se passe très bien et j'ai pas envie de partir, clairement. Au contraire, même si ça pouvait déboucher sur autre chose, ça serait très bien. Et de l'autre côté, avec la gestion du patrimoine aussi, c'est dans un réseau important, donc il y a quelque part besoin parfois de rappeler aux gens qui font partie du réseau, bah non, je veux y aller à mon rythme aussi. Donc Mm. c'est bien, oui, mais je veux garder mon rythme. Si j'ai besoin de mettre fin à la convention, je mets fin à la convention.
j'ai plus envie de me sentir dans un étau Mm. comme j'ai pu le ressentir à un moment. Quand on est Mm. attaché par des contrats où bah, voilà, où, bah, les gens sont dans la mauvaise bienveillance, justement, et à un moment, bah, quand on leur demande de partir, comme ça a été le cas dans une de mes entreprises, pour aller sur un nouveau contrat alors qu'ils savaient très bien qu'ils allaient licencier, au dernier moment, ils disent, bah non, en fait, non, non, tu restes. Bah oui, mais vous allez me licencier dans 2 mois. Bah oui, mais non, tu restes. Et là, la vraie bienveillance, c'est vraiment le fait que, bah ok, il n'y a pas de souci. On te lève ce rythme-là, Mm. on te donne l'occasion de bah, partir à un moment si tu veux et d'être rassuré. Si ça te convient plus, bah ça te convient plus. Mm. J'espère avoir été clair sur la bienveillance. Et finalement, tu as appris à poser tes limites. C'est ça. Mm. L'assertivité, ouais, c'est ça. Mm. Ah, exactement. Euh, et comment tu te sens aujourd'hui? Alors, j'ai refait le plein d'énergie. Donc, c'est plutôt bien à travers les différentes démarches que j'ai pu mener. Et là, je parlerai pas de baguette magique parce que là, je sais que concrètement, c'est moi qui ai mis ça en place et que c'est par rapport à ce que j'ai fait, par rapport aux démarches que j'ai mises en place avec toi, avec la psychologue qui m'accompagne, que j'ai réussi du coup à passer des caps et surtout que j'ai eu l'occasion de voir passer. Pour être plus clair auprès des gens qui nous écoutent, c'est qu'avant, je ne me rendais pas compte des différents niveaux que je passais. Mm. J'étais un peu comment expliquer ça de manière claire, un peu le nez dans le guidon. Mm. Donc, je faisais les choses parce que j'étais bien dans ce que je faisais, ça m'intéressait, j'étais épanoui. Mais le recul, je le prenais, mais peut-être pas du bon point de vue. Et que là, du coup, je le prends du bon point de vue. C'est-à-dire que le recul, je le prends pour moi et pas pour les autres. D'accord. Ce que j'étais pas capable de faire avant, clairement, hein. C'était compliqué pour moi. Et là, bah, on en revenait justement sur les limites on en revient sur les limites que t'as justement bien dit, que là, je mets mes propres limites. Et ça me permet vraiment de me sentir bien. Mm. Je suis pas dans un étau, j'ai réussi à faire comprendre aux gens bah, mon ressenti, ce qui s'était passé un petit peu dans ma vie professionnelle sans m'étaler parce que ça ne me regarde que moi. Et du coup, ça redonne de l'énergie. Ça veut dire que bah, moi, je suis fidèle à ce que je suis. Je suis fidèle à ma mentalité, je suis fidèle à ce que est l'individu Sébastien Voile, en fait. Mm. Et je continue à défendre mes valeurs, même dans la gestion du patrimoine, parce qu'il y a aussi une approche sociale qui est très importante dans ce métier-là et dans le métier concrètement avec l'équipe de tous les jours dans l'entreprise dans laquelle je suis, où j'aime bien l'ambiance, j'aime bien le contact qu'il y a avec les autres. Donc tout ça, ça revigore aussi. Et en plus, il y a plein de choses que je connaissais pas, donc j'apprends encore de nouvelles choses, que ce soit en gestion de patrimoine ou dans l'entreprise de recyclage de plastique dans laquelle je suis à l'heure actuelle. D'accord. C'est un gros changement et de pouvoir parler de tout ça avec du recul, en identifiant le niveau que j'ai passé, c'est comme un jeu vidéo, quoi. On est très content quand on passe, je suis un peu gamer, donc on est content quand on passe à un niveau qui voilà, nous fait avancer dans le jeu. Bah, là, c'est vraiment ce que je ressens. Mm. D'accord. Et donc, le dernier mot, le mot de la fin, qu'est-ce que tu pourrais, alors, je sais pas si le mot c'est vraiment conseillé, mais en tout cas, qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes qui nous écoutent? Euh, de, euh, Si vous ressentez le besoin d'être accompagné, écoutez-vous. Surtout, écoutez-vous. C'est super important. Je pense que moi, je ne me suis pas écouté assez tôt. Il y a certainement des décisions que j'aurais dû prendre avant, que je n'ai pas prises avant pour des raisons diverses et variées, qui font partie de la vie. Mais c'est quelque chose d'important. Quand on sent qu'on sature, l'aide des autres, elle est hyper importante. Donc, il faut savoir justement un moment bah, lâcher prise. Ça a été dur pour moi aussi, il y a un moment lâcher prise, se dire, bon, là, je n'y arriverai pas tout seul. Donc, Mm. il faut que j'aille voir quelqu'un, il faut que j'aille voir quelqu'un qui m'aide. Et puis, et surtout, écouter. Mm. Ok. Écouter. Le cerveau, il est bien fait. Le cerveau, il est là pour vous préserver, en fait. Donc, votre cerveau, c'est votre cerveau. C'est lui qui vous connaît le mieux. Donc, à un moment, si vous sentez que ça va pas, bah, il faut pas hésiter. C'est long, c'est laborieux, c'est pas facile comme chemin. C'est sûr, faut pas mentir aux gens non plus. Mais par contre, le bout du tunnel, il est quand même super sympa. Et par contre, il n'y a pas que le cerveau à écouter, parce que en général, effectivement, les gens, ils veulent se raisonner, ils sont là-haut, C'est c'est dans vrai, l'intellect, mais ils n'écoutent pas leur corps et leur cœur, et donc du coup, bah forcément, ça revient au galop, hein, c'est et ça vrai. crée la souffrance souvent.
Mais en tout cas, merci beaucoup pour ce partage qui est super riche. Merci à toi, Tiffen, au revoir. Au revoir. Je vous remercie grandement pour votre écoute de cette nouvelle métamorphose professionnelle et je vous invite tout de suite à vous abonner pour suivre les prochains épisodes, ainsi qu'à commenter, réagir et ajouter 5 étoiles si vous avez apprécié le podcast. Si vous aussi vous souhaitez partager votre expérience de métamorphose lors d'un épisode, je vous invite à me contacter à l'adresse soitoi.psydutravail@gmail.com. Si vous vous questionnez sur le sens de votre travail ou sur une nouvelle orientation professionnelle et que vous souhaitez être accompagné et bénéficier d'une écoute ainsi que d'une méthodologie pour opérer les changements nécessaires à votre vie, je vous propose de vous présenter gratuitement le parcours métamorphose à retrouver sur mon site internet www.soitoi-psychologue-du-travail.com. En attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle métamorphose.